Bonjour, 19 h dimanche, on reprend les habitudes. Bon, 3 personnes. Yael Belaïch, bonsoir. 4. À 10, on commence. Non, c'est pas vrai. 13. Sylvie, bonsoir. Rosette Zeytoun, comment ça va? Fidèle, au poste. Lucien Absalem, bonsoir. 58. Sylvie regarde. Linda Bensoussan, bonsoir. Comment ça va? Vous avez manqué, vous aussi. On s'est manqué mutuellement. Valérie Legacy, bonsoir. Eddie Mzali, mon copain de toujours. On va faire sexy, comment ça va? Fidèle aussi. 90 personnes. On va attendre encore un petit peu. Frédéric Cabaron, bonsoir. Sylvie Belaïch, Nathalie, comment ça va? On va parler aujourd'hui de la situation en France, en Israël, mais ailleurs dans le monde. Puis on va parler de l'immunité, des anticorps et cellulaires. Et enfin, on va parler des Covid longs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Covid longs. Et maintenant, ça y est, il y a pas mal de choses qui sortent. Malheureusement, toujours pas de traitement. Mais bonsoir de Jérusalem. Salut Jérusalem. Il n'y a pas encore de traitement pour le Covid long, mais au moins ça se met en place, une prise en charge. Marseille, bonsoir Marseille. Comment ça va Marseille? Ce qui fait beau ici. Johanna Dogman, de Folie Sandwich. On mange un sandwich ensemble. Jeudi. Bonsoir Johanna. Comment ça va? Philippe Daoudi, salut. Salut Philippe, mon ami. 123 personnes. Betty. Comment ça va? Arlette Bétito, tiens, une retour. Arlette Bétito à Marseille, je crois. Salut Marseille, salut cadeau. Partagé sur le groupe. Le Mont-Saint-Michel, tiens, c'est nouveau. Bonjour Damli du Mont-Saint-Michel. C'est rare qu'on ait quelqu'un du Mont-Saint-Michel. 142 personnes. Nice, salut Nice. Sonia Assou, salut. Claudine Atoun, comment ça va? Tel Aviv, bonsoir de Tel Aviv, bonsoir de Natania. Israël est très présente, on va en parler d'Israël ce soir. Martine Zeytoun, salut. Toulon, bonsoir Toulon. Ça va, c'est un peu... Isabelle Lucianis, salut. Edry du Maroc, comment ça va le Maroc? On avait fait un beau live sur le Maroc la dernière fois. Excellent. On avait un docteur de folie, une chef de réanimation. Paco, comment ça va? Alors Paco Zelensky, le restaurant Vicky, si vous avez envie de manger un bon couscous, de bonnes entrecôtes, chez Vicky. Renquin, salut Paco. Betty Joël Torgeman, comment ça va? Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Stéphanie Lasserie, salut. Bon, ben on va commencer. Alors la situation, alors comme vous savez, vous le savez probablement, hein, la situation en France, bon, elle est quand même pas mal améliorée. La situation, elle est même assez bonne. Je vais vous montrer les courbes comme on fait d'habitude. Vous savez, moi j'aime bien les courbes parce que les courbes c'est le plus important. Voilà la courbe, vous la trouvez sur Google, hein, je n'ai rien inventé. Voilà la courbe, vous voyez que la courbe ici, nous sommes... hop, on va la montrer. La courbe, nous sommes ici au point de vue du nombre de cas, 4700 cas par jour. Vous voyez que la vague, cette fois-ci, a été beaucoup moins importante que la vague précédente et que ici, elle redescend de manière très importante. Si on voit au niveau du nombre de morts, vous voyez qu'ici aussi, la vague a été beaucoup moins importante que la précédente et elle semble ralentir beaucoup plus vite
puisque contrairement à la dernière fois, en novembre, on a eu une courbe qui a eu du mal à s'amortir et à redescendre. Ici, la descente est assez rapide, puisqu'on est aujourd'hui à 15 morts par jour, ou une moyenne de 30 sur les 7 derniers jours. Donc on a quand même une baisse assez significative sur 57 millions d'habitants. Vous voyez que la courbe est assez significative. Donc on est dans une situation qui est assez stabilisée en France. Vous avez en France aujourd'hui, il y a eu 7 millions de cas confirmés. Le taux de positivité est de 1. Alors ce qui fait que vous voyez que le taux de positivité n'est pas descendu au-dessous de 1. Quand il est supérieur à 1, c'est qu'il y a une reprise de l'épidémie. Là, on est stabilisé à 1. Donc vous voyez qu'on est en fait sur une crête de l'épidémie et que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et donc il faut continuer à faire attention. Ce qui est très important, c'est que nous avons en France une très très grande proportion de gens qui sont vaccinés, puisque nous avons à peu près 50 555 000 personnes qui ont reçu au moins une dose. Et ça, c'est très très important, vous le verrez tout à l'heure. C'est les pays qui sont bien vaccinés, qui s'en sortent actuellement le mieux au niveau de nombre de cas. Le nombre de décès, on a une pensée pour eux. Vous savez, on a tous autour de nous, dans notre entourage, des patients qui sont décédés. Donc on a tous une pensée pour eux. À chaque fois qu'on fait ce live, on pense à eux. Les nombres d'hospitalisations sur les 7 derniers jours, 1300, c'est pas beaucoup. Et le nombre d'admissions en réanimation est de 325. Donc vous voyez que les chiffres sont quand même assez rassurants et que en France, on est quand même dans une situation assez enviable par rapport au reste du monde. On est dans une situation où les choses sont stabilisées, et on est pas mal vaccinés, et la seule chose qu'il faut espérer, c'est qu'on n'ait pas au niveau de la France l'apparition d'un nouveau mutant. S'il n'y a pas l'apparition d'un nouveau mutant, vous pouvez être, à mon avis, assez tranquille. On est sûr qu'il ne se passera pas grand-chose. Si on continue à se vacciner et qu'on arrive à aller encore plus vers la vaccination, je pense qu'on pourra espérer que dans les mois qui viennent, on arrive à un nombre de décès qui touchera le minimum. On est déjà très bas, mais on peut espérer arriver encore plus bas. Alors ça, c'est pour la France. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, la France. Le pays qui questionne toujours, c'est les Israéliens. Et beaucoup disent, voilà, vous voyez, le vaccin ne protège pas un pays, puisque Israël, qui était très vacciné au début, et a subi une vague importante et continue encore à souffrir. Alors pourquoi ça? Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Ils ont été vaccinés très tôt. Le vaccin, maintenant, on sait que l'effet du vaccin est de 6 mois. Et ils ont eu l'arrivée de ce variant D. Et comme ils avaient rouvert à partir de mai dernier, puisqu'ils n'avaient plus de décès, ils n'avaient plus de Covid, ils avaient rouvert toutes les digues, enfin toutes les amortissements de l'épidémie. L'arrivée du Covid, du variant D, a provoqué chez eux cette épidémie, d'autant plus qu'ils étaient en fin de vaccination, et qu'à partir de mai, les gens ont beaucoup hésité à se faire vacciner, et que beaucoup de gens n'ont pas continué la vaccination, et on a vu le taux de vaccinés s'effondrer à partir de mai dernier. Donc vous voyez maintenant, Israël est un pays qui est moins vacciné que nous. C'est un pays où il y a des paradoxes, où il y a des gens qui ont subi 3 vaccinations, et puis d'autres qui n'en ont subi 0. C'est ça le paradoxe d'Israël, et c'est ça le vrai problème d'Israël. Le vrai problème d'Israël, c'est que vous avez ou 0 vaccinés ou 3 vaccinés pour les personnes âgées, et c'est ça le vrai problème, parce que les personnes qui ne sont pas vaccinées, alors on va voir les courbes, comme tout à l'heure pour la France et pour Israël. Donc voilà la courbe pour Israël, donc on est bien en Israël. Vous voyez que les courbes d'avant, la vague a été quand même moins forte cette fois-ci, mais vous voyez que cette vague a du mal à s'amortir. Pourquoi elle a du mal à s'amortir? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. Et vous voyez encore 17 morts par jour, comme ils sont 10 fois moins nombreux que nous. C'est l'équivalent de 170 morts par jour, donc c'est quand même un chiffre important. Le nombre de cas, vous voyez que le nombre de cas est ici à peu près au niveau de 2000 par jour, donc il reste un nombre de cas important. Bon, c'est sûr, Dieu merci, la vague, elle va passer, comme toutes les vagues, elles vont finir par passer, mais vous voyez quand même qu'ils sont encore à un nombre de cas assez élevé, ils ne sont pas encore descendus là où il faut, comme on est descendu nous, mais j'espère que ça va aller. Alors, quand on voit la cartographie, l'avantage d'Israël, comme c'est un pays qui a été très bien vacciné, on a pu voir l'impact de la vaccination sur les patients graves. C'est-à-dire, si on prend le nombre de cas graves pour 100 000 habitants,
âgés d'au moins de 60 ans, on voit que le courbe est vraiment très significatif. Vous voyez que le nombre de cas graves, c'est vraiment les non-vaccinés en rouge. Le vacciné à 2 doses, vous voyez qu'on a une courbe qui est quand même beaucoup plus plate. Et pourquoi? Parce qu'avec ces 2 doses, on sait maintenant que l'immunité ne dure que 6 mois. Et comme cette vague est arrivée à 9 mois après que la majorité des gens étaient vaccinés, c'est pour ça que les deuxièmes doses n'ont pas suffi à protéger ces gens. Comme ceux qui ont été à la 3e dose, eux par contre, ils ont eu une immunité qui s'est beaucoup plus raffermie. Et donc vous voyez que cette 3e dose a permis à ce qu'on soit pratiquement à un taux zéro de malades graves pour cette 3e vague qui a été très meurtrière en Israël. Donc vous voyez l'intérêt de la vaccination, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous voyez que les non-vaccinés, c'est le gros lot des patients qui sont en réanimation, qui sont décédés. Et là, les formes à 2 injections parce qu'ils ont perdu leur immunité, et là, les formes graves. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire là, c'était pour vous montrer que en fait, le paradoxe d'Israël, c'est qu'on se trouve dans cette situation où on a une partie des gens qui ne sont pas vaccinés et une grande partie des gens qui ne sont pas vaccinés et une grande partie des gens qui sont vaccinés. Pour ceux qui sont vaccinés 2 fois, voire 3 fois, eux seront protégés. Malheureusement, maintenant, pour les antivax, on ne peut plus discuter puisque, vous voyez, les courbes sont là, les chiffres sont là. Moi, je veux ce que vous voulez, mais là, c'est quand même des chiffres qui sont confirmé par des statistiques et tout ça. Et donc, vous voyez que quand ils se sont fait vacciner 3 fois, et les études ont montré que les taux d'anticorps étaient présents et que les taux d'anticorps faiblissaient au bout de 6 mois. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour Israël. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épidémie n'est pas complètement finie. Parce que on a tendance à croire en France, on est bien vacciné et tout ça, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, l'épidémie continue à circuler dans le monde. Ne croyez pas que c'est fini. Si vous prenez un pays comme l'Australie, par exemple, vous voyez l'Australie, l'Australie qui a eu quand même depuis août dernier, 18 août, jusqu'au 19 juillet, il n'y a rien, et jusqu'au 16 juillet de l'année d'après, il n'y a rien eu. Et bien regardez ce qui se passe maintenant. Vous voyez la progression de l'épidémie, et l'épidémie est quand même assez importante. Et ici, vous avez le nombre de décès. Vous avez le nombre de décès. Il faut savoir que l'Australie est un pays de 20-25 millions d'habitants. Et donc, vous voyez que le nombre de morts est de nouveau de 14 par jour. Et surtout, on voit que ce nombre de morts est en train de grimper. Et vous voyez que l'épidémie est repartie alors qu'elle était restée 8 mois. On disait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient des pays Covid-free. Eh ben non. Eh ben, malgré tout, donc vous voyez que même après 10 mois, ou 12 mois, là pratiquement 11 mois, l'épidémie peut repartir. Donc faites attention, l'épidémie aujourd'hui en France, nous on est dans ces zones-là peut-être, mais que ça peut repartir, donc il faut faire attention. Et puis nous on est bien vaccinés, je ne connais pas le taux de vaccination de l'Australie, mais si l'épidémie court dans le monde entier, continue à courir dans certaines régions du monde, et à une vitesse importante, on n'est jamais à l'abri d'un mutant. Et si on a un mutant résistant qui arrive, et ben nous, on peut se retrouver dans la situation d'Israël il y a quelques mois, avec un mutant qui arrive sur des patients qui sont vaccinés depuis quelques mois, plus de 6 mois, et on peut se retrouver dans une situation avec une pente qui augmente, et puis des patients qui se retrouvent en réanimation. Donc vous voyez, pour l'Australie, donc vous voyez ici le nombre de morts. Donc vous voyez que ici aussi ça augmente. Donc je voulais vous montrer ces courbes pour vous montrer qu'il y a quand même le virus continue à circuler. Pas seulement en Australie. Si vous prenez par exemple la Roumanie, donc c'est l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, là aussi, vous voyez que le virus est bien remonté. On a vraiment une remontée très importante. Il y a 14 000 nouveaux cas. Ils ont tout refermé. La Roumanie s'est refermée comme nous au mois de mars 2020. Donc vous voyez le problème. C'est des pays qui ne sont pas très bien vaccinés, c'est des pays qui sont vaccinés à 20-25%, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, le fait que le virus circule beaucoup peut faire apparaître un mutant. C'est toujours le danger de ces virus qui circulent beaucoup. Donc vous voyez la Roumanie, l'Europe de l'Est d'une manière générale est prise. Regardez la Russie aussi, Donc vous voyez la Russie. Donc la Russie aussi, vous voyez que la Russie aussi, ils sont en train de remonter, il y a une remontée en octobre.
alors qu'ils étaient à peine redescendus. Mais vous voyez, alors eux aussi, alors ils sont vaccinés avec Sputnik. Est-ce que Sputnik est moins efficace que Pfizer? Probablement, puisque vous voyez, ils sont jamais arrivés, depuis le début de la vaccination, ils sont jamais arrivés vraiment à des pentes très importantes. Et donc, je pense que la Russie, soit est mal vaccinée, soit que le Sputnik n'est pas aussi efficace que le Pfizer. En tout cas, vous voyez là, dans ce cas présent, la Russie aussi est touchée. Un autre pays de l'Est, la Slovaquie, vous voyez ici la Slovaquie, donc Slovaquie, donc c'est d'aujourd'hui, hein, tout ça, c'est pris sur Google, vous vérifiez, vous prenez les courbes de Google, c'est celle que j'ai fait copier-coller. Et voilà, donc vous voyez que la Slovaquie augmente. Donc il y a beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui sont touchés par le virus, et où le virus circule beaucoup. Et donc il faut faire attention, c'est parce que, non pas que, bon c'est sûr, si vous avez aller en Russie, tout ça c'est un peu compliqué, mais je pense que les conditions ne doivent pas être faciles, hein. Mais je vois que, en tout cas, si le virus circule, on a toujours ce risque d'avoir de nouveau un variant. Vous savez, se déplacer, ça peut être toujours facile. Moi, j'étais à Londres la semaine dernière. C'était toute une histoire pour aller à Londres. Il fallait faire un PCR avant, il fallait faire une espèce de visa sanitaire, 4 fiches à remplir en anglais. Après, une fois sur place, il fallait faire un PCR le lendemain de notre arrivée à l'hôtel. Et tout ça pour que, quand vous sortez dans la rue, il ne se passe rien, personne n'a de masque, on ne demande jamais le pass sanitaire. Quand vous reprenez l'Eurotunnel pour rentrer en France, on ne vous demande aucun examen, on vous demande à peine le pass sanitaire, et puis on ne demande pas le PCR que vous avez fait à Londres. Donc tout ça est un peu bizarre et on ne le comprend pas très bien. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour la situation. Donc, la situation en France est assez bonne, mais le problème, ça reste quand même un problème de. La situation au Maroc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas la situation au Maroc. Vous avez vu la dernière fois. Il semble quand même que ça soit amélioré, puisque je vois que beaucoup d'entre nous dans le groupe se retrouvent, beaucoup d'amis sont repartis de nouveau au Maroc. Donc la situation doit s'être quand même améliorée, puisque vous avez la situation au Maroc. Je m'excuse, mais j'ai un mail à envoyer urgent pour un patient diabétique qui. Je suis désolé, je suis obligé d'arrêter 2 minutes. J'ai un patient qui est Covid positif, diabétique, avec un surpoids. Je lui ai envoyé un mail, je ne sais pas pourquoi il n'a pas reçu. Excusez-moi, mais c'est urgent et je dois l'envoyer. Christina, excusez-moi, hein, mais je suis obligé d'arrêter 2 minutes. Parce que, tac, elle me dit qu'elle n'a pas reçu le mail. Et ce monsieur, donc, a 42 fièvres, pas vacciné, et Covid positif, et à la maison avec un diabétique insulino-dépendant et il a surpoids. Donc vous voyez que c'est important que j'envoie ce mail tout de suite. Je m'excuse, mais je suis obligé de le faire en espérant qu'elle le reçoive. Je vais lui répondre. 2 minutes, hein, je suis obligé d'arrêter. Mais on est en famille, hein, vous savez. Ça se passe en direct. Un souci pour l'envoyer? Non, je l'ai envoyé, excusez-moi. Hein. Je suis obligé d'arrêter. Mais elle doit aller à la pharmacie avant que ça ferme. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas reçu. C'est embêtant. Voilà. Excusez-moi. Je ne peux pas. C'est plus important que le live. Hein. Excusez-moi. Je suis obligé d'arrêter et d'envoyer ce mail avec l'ordonnance. Voilà. Est-ce qu'elle a reçu? Je reprendrai que quand je suis sûr qu'elle ait reçu son mail ou l'ordonnance pour qu'elle puisse l'acheter. Il est 7h15, 7h20. Si on veut aller à la pharmacie, il faut le faire avant 8h. Alors, je vais me répondre. Bon, je pense qu'elle a dû le recevoir. Excusez-moi. Voilà. Bon, ben, on va reprendre aussi. Je pense qu'elle me l'écrira si elle n'a pas reçu. Mais vous voyez qu'il y a encore des gens qui ne sont pas vaccinés en France.
des gens qui ne sont pas vaccinés. Ils croient que le Covid est fini. Le Covid n'est pas fini. Le Covid n'est pas fini. Il y en a encore. C'est bon, on l'a reçu. Je suis content. Bravo. Et excusez-moi pour cet intermède, mais c'est très très important. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, donc je suis content pour elle, qu'elle a acheté ses médicaments, qu'elle commence son traitement ce soir, enfin pour son mari, et j'espère que tout ira bien pour eux et qu'on pourra dire qu'elles se sont sorties de cette histoire. Alors, la vaccination, ce qui est important, vous savez, on a parlé beaucoup de la vaccination et des anticorps. Alors, porte de Vincennes, c'est ouvert 24 sur 24. Je ne sais pas où ils habitent, je vais leur dire, porte de Vincennes. Excusez-moi. Alors, vous avez été où? C'est vrai que porte de Vincennes, bon, je vais leur dire. Je crois qu'aux Champs-Élysées aussi, la pharma, si, des champs. Vert. Voilà. Rueil-Malmaison. Bon, il y a une garde. Ouais, jusqu'à 20h, c'est bon. Allez. Bon, alors, la vaccination. Donc, on a vu que la vaccination était très importante parce que... alors, Renard Blanc, quel est votre prénom, monsieur? Nuremberg, ça vous rappelle quelque chose. Voilà un anti-vax qui me traite de nazi. Bon, eh ben, j'ai l'habitude maintenant d'être un nazi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et l'assimilation est rapide. Alors, monsieur, je n'ai pas dans le but quand je fais ces... J'ai aussi je suis ici pour parler des faits, je donne des courbes. Les gens qui sont là m'écoutent ou m'écoutent pas. Voilà, monsieur Renard me traite d'assassin. Mon but n'est pas de vous faire vacciner. Mon but est d'informer les gens. Je donne des informations. Celui qui les veut, il les veut. Celui qui les veut pas, ne les veut pas. Mais moi, je ne dis ni du bien des vaccinés, ni du bien des non-vaccinés. Mon propos n'est pas là. Mon propos est de rapporter, de faire une espèce de revue de presse, de l'information toutes les semaines. Voilà mon propos. Et celui qui veut me suivre, il me suit. Voilà. On vous rajoute sur nos fiches, sur les fiches. Voilà. Donc je vais être maintenant fiché. Alors, monsieur Renard Blanc, vous êtes très gentil, mais on va vous éliminer de là. Bloquer le commentaire. Non, c'est pas vrai, je me suis trompé. Bon, ben c'est un peu agité ce soir. Bloquer le renard. Bon, ben voilà, ils sont réagités entre les renards blancs qui veulent ma peau. Voilà, mais faut pas rigoler, hein, vous savez que les gens vous menacent et que c'est des vraies menaces. Hein, c'est pas, moi, le médecin, là, Jimmy, je sais plus comment il s'appelle, qui est Marty, le docteur Marty, qui est président de l'Union française de médecine libérale, il est menacé de mort, hein, il est protégé, faut pas croire. Hein. Et c'est pour ça, il faut faire très attention. Je ne suis pas du tout. C'est pour ça que nous, on est un groupe où tout le monde peut s'exprimer, on n'a on laisse la parole à tout le monde, il est très 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 rare qu'on fasse une obstruction sur une présentation, enfin bref. Bon, allez, le propos n'est plus là. Alors la vaccination, pourquoi la vaccination pas seulement la vaccination, mais l'immunité, le vaccin d'une manière générale, ça sert à quoi? La mémoire immunitaire est un mécanisme qui protège l'individu contre une réinfection. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une infection, votre corps va sécréter deux défenses. La première défense, c'est des anticorps. La deuxième défense, c'est des cellules immunitaires mémoire. Les anticorps vont être présents pour lutter si le facteur pathogène revient, enfin si l'élément infectieux revient. Vous avez une réaction avec les anticorps qui vont l'attaquer. Et la deuxième réaction, c'est une réaction cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a des cellules immunitaires qui vont garder la mémoire de l'agent infectant. Et quand il va réintroduire dans le corps, ils vont tout de suite se réactiver, se souvenir de ce corps étranger et faire une réaction et faire des anticorps contre eux.
Et donc le vaccin, c'est ça le principe. Le vaccin, on vous injecte un virus ou et vous allez faire une réaction anticorps immunitaire. Et donc, qu'est-ce que ça... L'hôpital Henri Mondor a fait une étude sur la réaction entre ceux qui n'ont pas été, ceux qui ont eu la maladie, ceux qui ont été vaccinés, pour voir la réponse immunitaire, cellulaire. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on parle de réaction cellulaire. Alors, la stratégie de défense de l'organisme qui est à base du succès des vaccins comprend une production d'anticorps, ce qu'on a dit, ainsi que des formations de cellules à mémoire. Donc on a deux immunités. C'est pour ça que je vous disais au début, quand ceux qui ils font les anticorps, ce n'est pas la seule immunité. Même si vos anticorps ont baissé, vous avez vos cellules immunitaires, mémoire, qui ont gardé la mémoire de l'agent du Covid et qui peuvent réagir de nouveau. Donc c'est l'équipe, cette étude nous est ramenée par l'hôpital Henri Mondor. Vous connaissez tous à Créteil, Henri Mondor, et elle est faite sur 42 patients. Elle démontre que les patients infectés lors de la première vague maintiennent une réponse mémoire stable jusqu'à 12 mois et développent après une dose de vaccin une excellente mémoire sérologique et cellulaire capable de reconnaître et de de neutraliser les variants bêta et delta du Covid. C'est-à-dire que quand vous avez eu le Covid, vous avez fait une réaction immunitaire, vous avez fait des anticorps, vous avez fait une réponse immunitaire cellulaire avec mémoire. Quand vous faites le vaccin, que votre corps reconnaît donc le Covid qu'il a déjà eu, ou du moins la protéine spike, puisque c'est un vaccin ARN, vous allez tout de suite, votre organisme va refaire encore des anticorps et les cellules immunitaires vont refaire encore de nouveau une immunité. Et ça a montré que la mémoire chez les patients vaccinés, et ils sont capables de reconnaître et neutraliser les variants du SARS-CoV-2. Alors, les patients infectés lors de la première vague maintiennent une réponse jusqu'à 12 mois. Chez les patients naïfs, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas été infectés, mais qui ont eu à subir 2 vaccinations, le pool de cellules à mémoire générées après la vaccination s'améliore au cours du temps et surtout contient des cellules capables de reconnaître et neutraliser eux aussi les variants. Donc vous voyez que même si vous n'avez jamais eu le Covid et que vous avez eu 2 vaccinations, vous avez exactement à peu près la même immunité que ceux qui ont eu le Covid et qui ont fait qu'une vaccination. Voilà le schéma que je voulais vous montrer à propos de ça. Donc vous voyez, ça c'est infection préalable par le SARS-CoV. Donc pour un patient qui a été malade, il a fait des anticorps et des cellules à mémoire, des anticorps et cellules à mémoire, vous lui faites un vaccin, vous allez trouver une réponse d'anticorps forte et des cellules à mémoire fortes. C'est-à-dire qu'avec une maladie plus un vaccin, vous allez faire une réaction immunitaire assez forte, aussi bien au niveau des anticorps qu'au niveau des cellules mémoire. Mais n'oubliez pas, les cellules mémoire, elles sont très importantes parce que elles aussi vont faire la mémoire et c'est elles qui vont se rappeler du Covid et qui vont relancer la formation d'anticorps et l'immunité. Pour ceux qui n'ont pas eu de maladie, c'est-à-dire comme moi, qui n'ont pas eu le Covid, qui sont donc naïfs au point de vue immunité, quand ils ont 2 injections de vaccin, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que le taux d'anticorps est variable, c'est-à-dire qu'il est moins fort que chez ceux qui ont eu le Covid, il est moins fort, mais par contre, les cellules mémoire, elle est très forte. Donc, si vous voulez, le fait que les cellules mémoire sont fortes, vous avez une immunité qui va vous garantir la protection contre les variants du Covid. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez été vacciné, vous avez quand même une couverture. Et ça, c'est des faits, c'est la biologie qui parle. Les cellules à mémoire chez les personnes vaccinées avec 2 doses protègent des formes graves dues aux variants du Covid en soutien des anticorps protecteurs présents dans le sang. Donc, je vous ai dit, c'est les 2 qui vont faire votre immunité, ce n'est pas un seul cas. Ce résultat très encourageant suggère aussi qu'en cas de forte circulation virale due aux variants, une 3e dose de vaccin en utilisant les vaccins actuellement disponibles devrait permettre de générer rapidement des anticorps neutralisants. Donc c'est pour ça que ceux qui ont été... Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que l'immunité cellulaire est aussi importante que l'immunité avec des anticorps. Donc quand vous dosez vos anticorps, vous ne dosez qu'une partie de votre immunité. Le reste de votre immunité, c'est
Le reste, c'est les cellules, l'immunité cellulaire. Et cette immunité cellulaire, c'est très important pour vous. Voilà, et donc cela, ne l'oubliez jamais, ne faites pas que des immunités. Alors, si jamais maintenant, est-ce qu'on me pose souvent la troisième dose? Est-ce qu'on fait la troisième dose? Moi, je vous dis franchement, je ne l'ai pas encore faite. Pourquoi je ne l'ai pas encore faite? Parce que d'abord, je n'ai pas 65 ans et que quand j'ai voulu la faire, on m'a dit non, tu n'as pas 65 ans, on n'a pas voulu. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pu le faire. Mais surtout, comme on est dans une période calme et on ne sait pas quand c'est que va réapparaître le truc, si jamais on sent apparaître un petit problème, si on sent une petite remontée, à ce moment-là, je le ferai. Mais tant qu'on est sur la baisse et qu'on est avec des anticorps, une immunité cellulaire qui me semble encore jouer, pour l'instant, j'attends encore un peu. Alors, pour ceux qui ont plus de 65 ans, qui sont immunodéprimés, qui ont des maladies graves ou quoi, eux, il faut les vacciner parce que eux, vous avez vu le patient à qui je viens d'envoyer une ordonnance. Vous savez, le virus continue à circuler, ne croyez pas. Et vous voyez, ce patient il va dire si j'avais été vacciné, maintenant il va regretter, mais ça on connaît l'histoire. Bon, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est un problème de timing. Alors, on va parler maintenant des Covid longs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Covid longs, alors même s'il n'y a toujours pas de traitement, c'est toujours malheureux, il n'y a pas beaucoup de traitement, mais quand même ça se resserre. On commence à voir quand même pas mal de choses qui sont créées au cours de ce Covid long. Et l'ARS commence à s'y intéresser, la sécurité sociale commence à s'y intéresser. Parce que vous savez que les gens qui ont des Covid longs, les vrais Covid longs, c'est des problèmes énormes, des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des problèmes de tout. Ils courent les médecins, ils sont pratiquement désargentés à cause de tout ce qu'ils ont dépensé pour voir des thérapeutes. C'est de la folie, d'autant plus qu'ils ne voient pas que des médecins qui sont remboursés par la Sécu, ils vont voir des ostéopathes, ils vont voir des naturopathes, ils vont voir des hypnotiseurs et des magnétiseurs, ils vont voir tout. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est bien que la sécurité commence à s'en occuper. Alors, le docteur Pierre Gabac, qui est le président de l'ARS, dit que les symptômes prolongés, alors ils n'appellent pas Covid long, ils disent symptômes prolongés de la Covid-19 sont des symptômes qui durent au-delà de 4 semaines après le début de la maladie. Ces symptômes, alors les 4 principaux symptômes qui sont reconnus, c'est la fatigue majeure, la dyspnée, donc difficulté respiratoire, les troubles neurologiques et les troubles fonctionnels. Le patient explique souvent des douleurs thoraciques et des palpitations, ça on le voit énormément sur le groupe, des troubles de la concentration, les troubles du sommeil, le brouillard cérébral, les maux de tête, les troubles d'odorat et du goût, mais aussi des douleurs musculaires, articulaires et de l'anxiété. Ces symptômes polymorphes peuvent évoluer de façon fluctuante avec des phases d'aggravation et d'amélioration sur plusieurs semaines ou mois. Mais ça, c'est vraiment, quand celui qui voit dans le groupe, c'est exactement ça, quoi. C'est tellement ça qu'on aurait dit que, bon, dans la grande majorité des cas, les patients récupèrent, mais cela prend du temps, d'où l'importance de l'accompagnement des médecins. Alors, ce docteur Grabac, là, qu'est-ce qu'il dit aussi? Qu'il faut adopter une approche holistique du patient. C'est quoi une approche holistique? C'est-à-dire qu'il faut prendre le patient dans sa totalité et non pas le couper en morceaux. C'est-à-dire que l'approche holistique consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité et ne pas traiter un organe, une maladie ou un symptôme. En cela, le médecin traitant, et ça c'est très important, parce que pour ceux qui ont eu des Covid longs, ils le savent, parce qu'ils ont souffert au début, il faut vous rappeler, il ne faut pas voir maintenant, c'est écrit, il faut se rappeler au début, quand c'était au mois de juin 2020. C'est en juin 2020 qu'il faut voir Covid long. Aujourd'hui, c'est écrit par la Sécu, mais ça, nous, on le sait depuis 2020. Et c'était une souffrance terrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'en ai vu des Covid longs à mon cabinet, et j'en ai vu dans le groupe la souffrance et l'errance dans laquelle ils sont passés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Regardez comme c'est intéressant. Les symptômes décrits par le patient ne sont pas le reflet de l'examen clinique qui révèle dans bien des cas peu d'anomalies. Vous vous souvenez, ces patients qui disent on fait un IRM est normal, électrocardiogramme normal, exploration fonctionnelle respiratoire normale, scintigraphie des poumons normale, scanner des poumons normal.
C'est pourquoi l'écoute et l'empathie sont des qualités importantes que le praticien doit mettre en avant durant la consultation. On les traitait de fous, souvenez-vous, on les traitait de psychopathes, on les traitait de psychiatriques. Allez voir un psychologue, on leur disait, allez voir un psychologue, mais c'est Covid long, ils ont souffert le martyre, ils ont fait le tour de tous les médecins. Allez voir un psychologue, vous êtes fragile psychologiquement et vous savez, c'était dans votre tête. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? C'est Covid long, que Dieu pardonne. Enfin, vous voyez, l'écoute et l'empathie sont les qualités importantes que le praticien doit mettre en avant durant la consultation. C'est très important. Mais maintenant, je crois que les praticiens, ils ont compris, ils vous écoutent, ils vous suivent, ils vous accompagnent. D'ailleurs, la haute autorité, là aussi, c'est très très intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Parce que pour moi qui ai vu beaucoup de patients Covid long, je peux vous dire qu'il y avait de gros problèmes pour définir le Covid long. Pour certaines personnes, pour faire admettre qu'il y avait un Covid long. Qu'est-ce qu'est la haute autorité de santé? Donc, je dis, ils utilisent maintenant le terme, pas Covid long, mais symptômes prolongés suite à la Covid-19. Donc, au-delà de 4 semaines. Alors, la définition. Pourquoi c'est intéressant? Vous allez voir. De la haute autorité de santé comporte un épisode initial symptomatique de la Covid long, soit confirmé par au moins un critère, une PCR, un test antigénique, une sérologie positive, anosmiognosie prolongée de façon brutale, scanner thoracique typique, soit probable. C'est-à-dire que maintenant, même si on n'a pas un PCR positif, on peut être admis comme être un Covid long. Parce qu'avant, il y a beaucoup de patients qui venaient me voir et me disaient « Mais j'ai tous les symptômes du Covid long, mais je n'ai jamais eu de Covid. Je n'ai aucun test PCR, je n'ai rien, je n'ai aucune preuve. » Et bien maintenant, il n'y a plus besoin de preuves. Probable par l'association d'au moins 3 critères de survenue brutale. C'est important pour vous qui écoutez qu'il y a de Covid long. Parce que de la haute autorité de santé va découler plein de choses administratives et tout. Donc, probable par l'association d'au moins 3 critères de survenue brutale dans un contexte épidémique, fièvre, céphalée, fatigue, myalgie, dyspnée, toux, douleur thoracique, diarrhée, odynophagie, une sérologie peut aider à ce diagnostic. Mais c'est pas obligatoire, peut aider à ce diagnostic. Donc, en fait, dans un contexte épidémique de Covid, si vous avez eu 3 des critères que je vous ai décrits, vous serez considéré comme un Covid long et vous serez reconnu comme un Covid long. Donc, c'est très important ce que je vous dis. Parce que on n'a plus besoin. Beaucoup de patients souffraient du fait qu'ils n'avaient pas de résultats positifs. Et ça, c'était un grand problème. Donc maintenant, on n'a plus besoin. Voilà la définition. Une autre définition, la présence d'au moins d'un symptôme au milieu de 4 suivant le début de la phase aiguë de la maladie. Alors, la persistance des symptômes après les premières manifestations a été décrite chez plus de 20% des patients après 5 semaines. Vous vous rendez compte, 20% des patients ont des signes prolongés après 5 semaines, et chez plus de 10% au bout de 3 mois. C'est-à-dire que pour plus de 10% des patients qui ont un Covid, au bout de 3 mois, ils ont encore des signes persistants. Cependant, ces chiffres ne prennent pas en compte la sévérité des symptômes. Les symptômes prolongés peuvent survenir même chez des personnes ayant fait des formes peu sévères. Ils sont polymorphes et peuvent fluctuer en plusieurs semaines ou mois. C'est très important parce que les gens ils pensent qu'ils sont guéris, tout d'un coup, paf, ils recommencent. Combien de fois c'est décrit dans le groupe? J'étais tranquille 3 mois et voilà, ça recommence, les palpitations, les douleurs thoraciques, les troubles de la mémoire, les brouillards cérébraux. Donc c'est très important tout ce que je vous dis parce que la haute autorité de santé le reconnaît maintenant. Et vous serez reconnu en tant que tel. Alors, quel parcours pour le patient? Voilà aussi ce qui était très important. Le patient, maintenant, bon, bien sûr, il doit s'adresser à son médecin traitant. Le médecin traitant, c'est le premier, à moins qu'il vous écoute et qu'il ait de l'empathie. Hein. Si vous dit, madame, allez voir un psychologue, bon, vous laissez tomber, vous prenez un autre. Hein. Donc, le médecin traitant, si le patient se trouve dans une Covid, il a été créé des cellules d'appui Covid partout en France. Dans tous les départements, il y a des cellules d'appui Covid. Les cellules d'appui de coordination Covid long sont joignables par les professionnels de santé, les patients et les aidants. Dans la plupart des départements, les cellules sont portées par des dispositifs d'appui à la coordination financés par l'ARS. Les patients étant en situation encore plus complexe, c'est-à-dire polysymptomatique suite à la séquelle de réanimation, mais ça on rentre dans des choses un peu plus graves, on parle pas. En tout cas, l'ARS, l'Agence régionale de santé,
vous tapez sur le site ARS, cellule de coordination post-Covid, vous tapez votre arrondissement ou votre département et vous trouverez la cellule de coordination post-Covid la plus proche. Donc vos médecins traitants peuvent se faire aider par des cellules de coordination Covid et vous-même, si vous ne trouvez pas suffisamment de réponses, vous pouvez aussi avoir accès directement parce que c'est ouvert aux patients. Donc c'est très important. Voilà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cellules de coordination post-Covid maintenant qui sont ouvertes un peu partout dans tous les départements de France. Autre chose importante, pour les Covid longs, l'assurance maladie, les services d'assurance maladie, vous savez qu'il y a beaucoup de Covid longs qui veulent se faire reconnaître comme par un 100%. La persistance peut entraîner des difficultés administratives, je vous l'ai dit, financières, sociales pour les patients. En cas de difficulté financière liée à la maladie, vous pouvez aller sur votre espace assuré sur Amélie. Dans l'espace assuré d'Amélie, vous avez des aides financières liées à la maladie du Covid et vous pouvez cliquer dessus et demander des aides financières et il faut étayer votre demande. En cas de difficulté pour souscrire une mutuelle, une complémentaire santé, vous pouvez avoir affaire à la CMU, complémentaire santé solidaire, ou la complémentaire, c'est la CSCSS. Ça aussi, si vous êtes Covid long, vous pouvez la demander et vous pouvez l'obtenir. Ça aussi, c'est sur le site Amélie. En cas de difficulté, peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé, l'objectif de les aider à accéder à leurs droits, leurs soins, de les soutenir. Donc la sécurité sociale reconnaît maintenant le Covid long à partir du moment où vous répondez aux critères de la définition que je vous ai donnée. Donc vous pouvez aller sur votre site Amélie, sur votre site directement, et vous pouvez comme ça répondre, vous pouvez vous inscrire et demander ce que vous avez besoin, et les docteurs et les gens de la sécurité sociale répondront à votre demande de manière objective. Pour les médecins qui ont été touchés, certains médecins ont été touchés par le Covid et ont eu des séquelles importantes. Eux, ils peuvent demander, médecins et soignants d'ailleurs, parce que je parle des médecins, mais les aides-soignants, les infirmières, les brancardiers et tout ça, la Covid peut être reconnue comme une maladie professionnelle. Donc eux aussi peuvent aller sur le site Amélie et peuvent faire demande prise en charge spécifique de maladie professionnelle. Ils doivent faire une déclaration, déclare maladie pro amélie.fr. Voilà, si vous allez sur le site amélie.fr, vous avez un onglet déclare maladie pro-amélie.fr et là vous pouvez déclarer votre maladie et vous pouvez faire une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Covid long. Le Covid long, vous voyez que malheureusement, même si la pathologie est toujours un peu mieux connue, puisqu'on avait des PET scans, je vous en ai parlé, on en parle régulièrement, au moins là, du point de vue administratif, du point de vue, les choses sont bien calées et les choses se mettent en place, au moins pour que les gens retrouvent des structures d'accueil, des structures qui répondent à leurs demandes et des structures qui ne leur rient pas au nez, ce qu'il faut dire, parce que c'était le cas il y a un an et demi. Donc ça, c'est pour les Covid longs. Donc doucement, on va réussir. À partir du moment où tout ça se met en place, on va trouver des solutions. Avant de finir, je voulais vous parler d'autre chose. Vous dire que ce Covid long a rendu fou les gens. Effectivement, vous avez vu ce monsieur Renard qui me traite de nazi et de Nuremberg. Je l'ai au procès, bon bref. Mais pas que ça. Vous savez, au Brésil, Bolsonaro, alors là, maintenant, il y a un énorme procès parce que on aurait forcé les médecins à prescrire de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine et de l'azithromycine dans une étude où il y aurait eu beaucoup de morts. Et donc les médecins, maintenant, se rebellent contre les politiques en disant qu'on nous a forcés à faire cet essai thérapeutique. Ils n'étaient pas d'accord et qu'il y a eu des morts, mais enfin, de toute façon, probablement, ces morts auraient été morts, même s'ils n'avaient rien pris. Je pense pas que le Doliprane les aurait sauvés plus que le chloroquine, l'ivermectine et l'azithromycine. Donc ça, je sais pas, mais en tout cas, il y a des procédures. En Australie aussi, il y a des procédures qui sont... On attaque des médecins et des laboratoires pour des prises, des lobbying pro-laboratoire. Donc tout ça ne montre pas une excellente image de la médecine, mais c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Et ce Covid a montré vraiment de grands problèmes de ce sens-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, c'était pas un très grand live, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que ce Covid va aller de mieux en mieux. Et bien sûr, ne l'oubliez pas, ensemble nous sommes plus forts.